D'après le docteur Anthony Pelosi, ce serait le plus gros scandale scientifique de tous les temps. Résultat de plus de 20 ans de recherche, les conclusions de ce psychiatre, abouties début 2020, ont permis d'identifier 26 articles en psychologie dits dangereux, dont les conclusions seraient erronées. 13 ont en effet été rétractés, et l'ensemble du travail du troisième psychologue le plus cité dans son domaine de recherche sont sous examen. Hans Heinzek, au cœur de la controverse scientifique. C'est le sujet du mois dans Saucisson, ton émission de sciences et société à écouter. Bon, depuis l'Antiquité, on s'y attache à cette idée, le lien entre personnalité et maladie. Présent dans le corpus hippocratique, un ensemble de documents de médecine de l'Antiquité, qui est connu pour son fameux serment d'Hippocrate que font toujours les médecins aujourd'hui, l'idée serait en fait issue d'un de ses disciples, Polybe, ou aurait au moins été retranscrit par lui au 5e siècle avant notre ère. Cette théorie des humeurs propose que l'homme est constitué de 4 humeurs ayant chacune 2 caractéristiques. Le sang qui est chaud et humide, la phlegme, froide et humide, la bile jaune, chaude et sèche, et la bile noire, froide et sèche. Ces humeurs doivent être en proportion équilibrée pour maintenir un physique et un mental sain. Tout déséquilibre serait à l'origine de maladies, mais aussi de traits de personnalité spécifiques. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec des saignées au Moyen-Âge pour soigner des maladies, et avec des mots comme flegmatique, qui reflètent toujours l'influence de cette théorie antique. Mais les restes de cette idée ne s'arrêtent pas au champ lexical, et c'est là que ça commence à poser problème. Dans le 5e numéro du magazine Planète, publié en août 1962, un article signé Harold Hutschnecker s'interroge encore, entre autres, sur le rapport entre santé et personnalité. Une vie émotionnelle qui influe sur les cellules. 3 facteurs seraient ainsi à risque pour le cancer. Et accrochez-vous, un décès marquant dans le diagnostic, une tension émotive après la perte d'un parent et le fait de retenir sa colère. Connard. Et même grand connard. Des gens foncièrement passifs, contrairement aux malades atteints de pathologies cardiaques, qui elles seraient liées à des tempéraments agressifs, des rebelles chroniques, impatients et ambitieux. C'est ainsi que l'auteur suggère carrément que les crises cardiaques frapperaient ceux qui seraient tracassés par un besoin inconscient de mort ou préoccupés par celle-ci. Mais oui, c'est clair. Bon, et si les arguments sont farfelus, on peut éventuellement voir comment ça pourrait marcher. Bon, je veux dire, une personne tout le temps en colère, ça fait battre son cœur plus vite, et puis paf, crise cardiaque. Le terrain y est, non ? La théorie a été populaire un long moment depuis sa première mention dans les années 50 par les cardiologues Meyer Friedman et Ray Roseman, et a reçu pas mal d'attention. On appelle ça les personnalités de type A et B, qui seraient respectivement les plus prônes aux maladies cardiaques et ceux en bonne santé grâce à leur personnalité plus calme. De nombreuses études semblaient aller dans ce sens à l'époque. Et c'est comme ça que Hans Heinzek s'intéresse au phénomène. C'est à partir de 1952 qu'il commence à publier sa théorie des personnalités, grandement inspirée des humeurs d'Hippocrate. Il y aurait d'après lui 4 types de personnalités qui seraient le résultat de l'hérédité. Mélancolique, flegmatique, sanguin et colérique. En collaboration avec Ronald Gosbach-Martiek, ils mettront dans les années 80 en relation l'appartenance à ces types de personnalités avec de nombreuses maladies dont le cancer, en des proportions jamais vues auparavant. L'étude se base sur un ensemble de plus de 1000 participants en bonne santé suivis pendant des années. En début d'enquête, ils passent tous un test de personnalité pour déterminer dans quelle typologie ils se trouvent. À la fin de l'analyse, les personnes qui sont du personnalité dit prône au cancer étaient alors 121 fois plus à risque que les autres qui sont dans le groupe sain. Des résultats qui sont énormissimes. En comparaison, le risque aujourd'hui admis pour un fumeur consommant un paquet de cigarettes par jour depuis son adolescence est seulement 20 fois supérieur à un non-fumeur pour le cancer du poumon. Donc 121 fois. Imaginez, c'est une révolution. D'autant qu'Heinzek, en plus, c'est pas n'importe qui. Il est considéré comme l'un des psychologues, si ce n'est le psychologue le plus influent de son temps. Ses travaux ont continué d'être cités jusqu'en 2019, entre autres par Joan Delaunay et sa personnalité de type D, raccourci pour distress, en détresse.
Cette dénomination, qui regroupe des gens qui répriment leurs sentiments pour maintenir une forme d'harmonie, sont anxieux, irritables et inquiets, et à risque de maladie cardiaque. On voit l'influence d'Eynsek. Sauf que voilà, les travaux de ce psychiatre, ils sont très controversés. Non seulement parce que Eynsek a fait plein d'études franchement racistes sur l'hérédité et l'intelligence, mais aussi parce qu'il a été financé par l'industrie du tabac. Et ses études sur la personnalité et le cancer, ça arrangeait bien le lobby qui essayait tant bien que mal de faire planer le doute sur le lien entre cigarettes et cancer. Mais comment le travail du psychologue pouvait-il aider ? Eh bien c'est simple. En montrant que les personnes tombant dans le risque de cancer étaient aussi plus prônes à fumer, on pouvait raisonnablement faire croire que c'était le type de personnalité de la personne qui les menait à développer un cancer et pas sa consommation de tabac. De plus avoir à nier les chiffres qui lient la consommation de cigarettes et le cancer, mais les expliquer en fait avec une cause intermédiaire, la personnalité. Malin, hein ? Mais si c'était vrai, pourquoi pas ? C'est pas très éthique, mais recevoir de l'argent d'une quelconque industrie ne rend pas un résultat faux par défaut. Il faut juste être un petit peu plus prudent. Et si on prête attention, y a des problèmes qui apparaissent. Notamment le fait que les données qui ont servi à tirer les conclusions n'ont jamais été vérifiées par un comité d'éthique. Problématique quand on suit des patients qui développent des cancers et autres maladies cardiaques. Anthony Pelosi a également mis en évidence une énorme difficulté à vérifier l'intégrité des données. Entre autres, le fait que le nombre de cancers comptabilisés ne correspond pas au registre des patients. Bref, plus d'une tentative infructueuse ont tenté de lier personnalité et maladie, peut-être dans une tentative d'expliquer des choses qui paraissent profondément injustes. Mais le fait est que les typologies de personnalité sont rarement scientifiquement établies. Les modèles actuels en psychologie se reposent sur le Big Five, mais pour le lien avec des maladies à proprement dit, les corrélations s'arrêtent à celles avec des caractéristiques uniques plus qu'à des ensembles de traits. Notamment l'anxiété, dont on suppose que c'est un trait proxy pour une vraie maladie qui peut être liée à des symptômes et maladies cardiaques, la dépression. C'est une maladie sur laquelle on entend un peu tout et n'importe quoi. Pourtant, ce serait un Français sur 5 qui serait amené à traverser un épisode dépressif dans sa vie. Et les risques pour les malades, ils sont grands. 3e cause de décès chez les jeunes et parmi les plus grandes causes d'incapacité pour les moins de 25 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. La dépression serait aussi cause de nombreux autres troubles physiques. Bon, à vrai dire, la dépression en soi est une maladie physique. C'est pas juste dans la tête en fait. Les mécanismes de régulation hormonaux et des neurotransmetteurs sont réellement affectés. Donc dire à quelqu'un en dépression de juste se bouger le cul, c'est comme le dire à quelqu'un en hypothyroïdie ou souffrant de la maladie d'Alzheimer. S'il vous plaît, faites pas ça. On sait très peu de choses sur le fonctionnement de la dépression dans le corps, mais certaines pistes suggéreraient qu'elle soit liée à certains types d'inflammation en lien avec l'histamine, qui est aussi en cause dans les réactions allergiques. D'autres chercheurs travaillent à trouver des marqueurs biologiques pour en faire un diagnostic, notamment avec des sortes de coton-tige. D'ailleurs, des pistes génétiques sont aussi mises en évidence, préparant un terrain dépressif pour les personnes qui risquent de vivre des situations compliquées. Et c'est pas fini. Les dépressions seraient aussi en lien avec plein d'autres affections, comme les maladies cardiovasculaires. Heather Tulloch, de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, au Canada, observe une prévalence de la dépression 5 fois plus élevée chez ces patients cardiaques que dans le reste de la population. Un risque qui s'expliquerait par des facteurs physiologiques, notamment à cause de perturbations du système immunitaire ou de la formation de plaquettes différentes, mais aussi psychologiques. Les personnes déprimées ayant plus de difficultés pour prendre soin d'eux, ils prennent moins régulièrement leurs médicaments, font moins d'activité physique et ont aussi plus de chances de multiplier les AVC. Les cas de dépression sévère ont des liens encore plus serrés avec les conséquences cardiaques. Le système nerveux autonome, qui est en charge du contrôle digestif, respiratoire et cardiaque, ne fonctionne pas correctement et pose plusieurs problèmes comme des battements de cœur irréguliers, trop rapides,
pouvant encore plus fragiliser le cœur. Des répercussions nombreuses et dangereuses qui ne sont pourtant que peu abordées, alors que d'autres causes de maladies cardiaques telles que l'obésité ou l'hygiène de vie sont beaucoup plus souvent discutées. 30% des personnes sous antidépresseurs ne sont pas réceptifs aux médicaments et seulement une personne sur deux souffrant de dépression sont diagnostiquées. Aujourd'hui, les psychologues ne sont pas remboursés par la sécurité sociale en France, alors que le traitement est long et coûteux. Les psychiatres qui prennent en charge des troubles plus lourds ne sont eux remboursés que jusqu'à un peu moins de 30 € par séance. La faute à une lourde stigmatisation des maladies mentales. Ces stéréotypes négatifs ont des conséquences importantes, parmi lesquelles de longs retards de prise en charge. Le trouble bipolaire, qu'on avait déjà mentionné dans l'épisode 3, et qui consiste en une alternance de phases joyeuses et dépressives, a en moyenne un retard de diagnostic de 10 ans. Et ça s'explique par le sentiment de honte que peuvent ressentir les personnes affectées à cause de la stigmatisation qui entoure ces troubles en partie, mais aussi par une méconnaissance des pathologies psychiatriques. De nombreux troubles ne viennent en plus pas seuls. Dépression et anxiété, troubles du comportement alimentaire ou troubles du déficit de l'attention et troubles bipolaires, ça ne s'arrange pas quand on n'a pas le traitement adapté. Des conséquences de ces années perdues pour les patients qui ont aussi un fort impact social. Ils sont parfois incapables de travailler ou de travailler à temps plein, ont des difficultés de concentration ou de perte de performance, des maladies psychiatriques qui font tendre en fait vers une précarité pour les concernés et ont un coût économique important. L'investissement dans la recherche pour la santé mentale serait le plus rentable des domaines de recherche médicale avec un rendement de 37%. Pour chaque euro dépensé dans le domaine, c'est 37 centimes qui sont gagnés chaque année, pour toujours. Mais pour beaucoup de spécialistes, la dépression la plus profonde va être celle qu'on ne voit pas forcément. Ce masquage de la maladie chez les gens qui semblent pourtant toujours actifs, en forme, avec un travail, n'empêche pas un mal-être et un retard de prise en charge. Au fond, chaque dépression est très différente de celle de quelqu'un d'autre, et ça pourrait s'expliquer par le fait que le terme de dépression soit finalement un peu un fourre-tout pour des pathologies qui ne sont pas du tout causées par la même chose. Bref, on y gagnerait à développer des traitements plus personnalisés que des multiples de 10 mg d'antidépresseurs. Mais ça demanderait un gros changement de mentalité et aussi de priorité. La crise du Covid ne va rien arranger à la situation. Très peu discutés, des chiffres pourtant inquiétants commencent à faire leur apparition. Une augmentation de 20% des troubles anxieux à la suite d'une infection à la Covid et de 1,4% pour les psychoses. Cette étude réalisée sur 200 000 infectés suggère une possible causalité entre la maladie qui atteint directement le cerveau. L'hôpital serait aussi source de troubles dépressifs post-traumatiques pour un tiers des personnes en réanimation à cause de cette maladie, d'après le professeur Fossati, qui est chef du département de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière. Dans une conférence, il parle des effets dépressogènes de la pandémie pour ceux qui n'ont jamais été touchés par une maladie mentale. Et au vu de la façon dont nous gérons cette question sanitaire, pourtant majeure à l'échelle de notre société, il va peut-être falloir s'adapter. C'est tout pour ce nouvel épisode de Saucisson, ton émission de sciences et société à écouter. Ce sujet était un petit peu lourd, mais j'espère qu'il t'a quand même plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans 2 mois pour un nouvel épisode. À la prochaine!